Oui, bonsoir, Yves Clément de Thionville. Je regarde l'affiche et je vois Info ou Intox. Vous en avez un peu parlé au début. Après, vous avez fait votre acte de contrition, vous, les journalistes. Et ce que je reviens sur, vous avez parlé de moins une dizaine de fois du pont d'Igonès. Vous avez parlé d'un absent, de quelqu'un qui n'existe pas. Par contre, le fameux Guy Jao, vous connaissez? Ça vous dit quelque chose? Ce type-là, il a été accusé à tort et vous ne l'avez pas défendu. Et moi, le vendredi soir, quand il y a eu l'information, j'écoute Europe 1 à minuit juste avant de me coucher. J'ai entendu ça, je dis mais c'est pas possible. Vous n'avez pas de flair pour sentir ce genre de choses? Moi, franchement, j'y ai pas cru. Alors, est-ce que je suis le seul à pas y croire? Mais j'ai trouvé que c'était vraiment excessif. Merci, bonsoir. Alors, Guy Jao, c'est bien ça? Oui, c'est D'accord, d'accord. Donc, lequel d'entre vous veut répondre? Alors... Allez. Brièvement, toujours. Alors, brièvement, très brièvement. Le flair, peut-être. Il y a un journal de la PQR qui a mis un point d'interrogation. Arrêté, point d'interrogation. Et j'étais sur une émission de débat à France Culture avec lui, et il racontait, il dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, à un moment, on a vu, c'est pas ce que vous dites, mais c'était l'AFP. Parce que l'AFP dit, bon, il a été arrêté, puis après, il dit, il y a eu une autre dépêche de l'AFP, je ne sais plus l'heure, peut-être 9h ou quelque chose. Et il se trouve qu'ils avaient du bol parce qu'ils n'avaient pas encore bouclé. Et l'AFP, ça devenait qui pourrait être Xavier Dupont de Ligonnès. Et là, lui, il dit, c'était à moi de déclencher le truc. Et il dit, tiens, l'AFP est passé de Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté selon la police à et ce pourrait être Xavier Dupont de Ligonnès. Il dit, oh là, bon. Eh ben, on va mettre le point d'interrogation. Alors c'est vrai, et ça a été dit, mais moi je continue à garder mon regard critique sur cette affaire du pont de Ligonnès, ne déplaise à mes voisins, parce que sur les chaînes d'information continue, c'était terrifiant de voir à quel point l'accumulation de petits détails qui clochaient ne remettait pas en cause la narration. C'est-à-dire qu'on avait arrêté Xavier Dupont de Ligonnès, donc on passe en édition spéciale, et déjà, c'est une erreur de mon point de vue, citoyen critique des médias, c'est une erreur parce que passer en mode édition spéciale, c'est déjà dire quelque chose de la véracité des faits, parce que en règle générale, quand on passe en édition spéciale, c'est les faits sont avérés, et on doit décrypter, on doit passer du temps à expliquer ce qui se passe, etc. Et là, en l'occurrence, donc on y va, on commence, etc. Et puis tout d'un coup, il y a le voisin qui dit que non, c'est pas possible. Ils font le témoignage de policiers qui disent « Oh, c'est incroyable, je sais pas ce qu'il a fait comme chirurgie esthétique, mais alors vraiment, on le reconnaît pas du tout. » Vous voyez, on l'a entendu, vous l'avez entendu ça. Bon. Et bien, au lieu de dire « Ah, attention, il y a quand même des policiers qui nous disent « Ah, c'est bluffant, on n'arrive pas à le reconnaître. » C'est « Oh, c'est incroyable, si ça se trouve, il a en plus fait de la chirurgie esthétique. » Enfin, vous voyez, bon. Et France Info ne l'a pas dit, Vincent Girel l'a dit. Bon, mais sur les chaînes d'information continue, ils ne sont pas grattés pour le dire. Vous voyez, donc, effectivement, il y avait des... Mais je pense que le problème, c'est que il y a eu ce phénomène, normalement, on avait tellement envie d'y croire, puis c'était tellement le scoop, machin, etc., que malheureusement, effectivement, dans ce genre de cas, certains journalistes perdent leur flair et se laissent convaincre et ne voient plus les petits détails qui clochent. D'autres questions sur ce point en particulier, peut-être, c'est aussi, ça sera la thématique d'un autre débat, c'est notre fascination à tous pour les faits divers. Il y a des livres qui s'écrivent là-dessus, il y a des émissions spécialisées. Évidemment, enfin, je crois qu'on était un certain nombre le soir-là, je dis nous parce que ça m'est arrivé, à passer presque une partie de sa nuit devant la télé en se disant ça y est, enfin, voilà, il y a quelque chose d'assez fascinant là-dessus, quoi. On va peut-être passer à d'autres questions, ou tu veux... Juste un tout petit commentaire sur cette soirée qui est un peu un jeu de dupes finalement. En fait, il y a eu un tout petit indice qui aurait pu attirer notre attention, et ça vient, en fait, je crois qu'on a été victime de nos habitudes. Le procureur de la République de Nantes s'est expliqué, a été interrogé au cours de la soirée. Et
Ça a été un des seuls, finalement, qui a demandé d'être prudent. Le problème... Le samedi matin. C'était- Il parle pas le soir. Il a répondu à une interview le soir. Il a été interrogé. La conférence de presse, c'est le lendemain, c'est le samedi. Il est interrogé le soir, il ne veut pas répondre tant que l'équipe de la PJ est arrivée en Écosse. Il dit aux journalistes qu'il interroge le soir, je reste prudent. Il est appelé par 3 ou 4 journalistes. Et il dit, restons prudents. En fait, il veut qu'on fasse les tests ADN nécessaires et une prise d'empreinte correcte. Et là, il parle comme un procureur. C'est-à-dire qu'on a l'habitude du procureur qui toujours, systématiquement, appelle à la prudence. Sauf que, journalistiquement, on ne l'écoute plus. Un procureur qui appelle à la prudence, c'est tellement habituel, c'est tellement systématique que, finalement, on ne l'écoute pas vraiment. Ça, tu parlais de nos mauvaises habitudes. Il y a parfois quelqu'un qui vous répète à peu près toujours la même chose, au bout d'un moment, on ne l'écoute plus vraiment. Une autre question du public, et si vous pouvez, on a parlé de savoir d'où chacun parlait, si vous pouvez rapidement vous présenter. Bonsoir. Donc moi je m'appelle Benjamin, je vis ici à Thionville depuis peu de temps, je suis installé, je travaille au Luxembourg. J'enchaîne directement. Alors c'est moins une question qu'une remarque, je vais revenir sur la petite pudeur financière de la presse, toute petite pudeur. Déjà, commencer par dire que la publicité qui finance aujourd'hui les médias, c'est pas arrivé comme ça par hasard, c'est les journaux qui quand même se sont dit un jour formidable, la publicité sur Internet, ça va nous permettre de mettre nos articles gratuitement à disposition et d'avoir des revenus qui vont continuer à être les mêmes, voire peut-être supérieurs grâce à la publicité. Derrière, on a des milliardaires qui arrivent, qui rachètent des journaux, avec en France une concentration quand même assez impressionnante des médias dans quelques mains. Puis je fais une petite parenthèse aussi sur le Washington Post, alors qui est peut-être un exemple de déontologie, mais enfin je rappelle quand même qu'il est possédé par Jeff Bezos, patron d'Amazon, qui dans l'exploitation des gens, dans ses centres, ses hangars, etc., se pose quand même là, et ça fait le lien avec les Gilets jaunes. Moi je veux bien qu'aujourd'hui la presse fasse ce qu'elle peut, qu'elle n'ait pas vu venir les Gilets jaunes, etc., mais enfin on se retrouve quand même dans une situation où on a des journaux possédés par des milliardaires d'un côté et des gens qui cherchent à joindre les deux bouts. Et on s'étonne après qu'il n'y ait pas de lien entre les deux, qu'on se retrouve dans cette situation-là, comme ça, un petit peu... Bien évidemment, votre lecture du sujet, elle est tentante. Elle est tentante parce que, d'ailleurs, vous voyez, c'est d'ailleurs très intéressant, vous êtes applaudi pour votre question, donc c'est que vous avez bien fait de la poser. Et la petite clé que vous donnez, d'ailleurs vous dites vous-même, c'est pas une question, c'est une réaction. Bon. Et vous vous dites, ben oui, les médias sont dans les mains des milliardaires, donc forcément les journalistes se font d'une certaine manière les porte-parole de la vision de ces milliardaires en question. Je voudrais juste apporter un témoignage à ça. Moi j'ai été... C'est d'abord une industrie, c'est ça la vérité. C'est pas le fait que vous soyez aux mains des milliardaires, c'est que vous êtes une industrie, vous êtes obligé... Hervé, tu peux laisser les gens répondre, s'il te plaît? Merci. Non, mais c'est bien qu'il parle, c'est bien qu'il parle. Allez-y, monsieur. Vous êtes une industrie d'abord. Prenez un micro pour que tout le monde vous entende. La machine, c'est ça le problème. Alors, d'abord, moi j'aime bien quand le débat est vif comme ça. On est là parce qu'on voit très bien ce qui se passe, la différence entre la machine, réglage, processus, et la vérité, la réalité dans son émission. On la voit, ceux qui la connaissent en émission. On voit tout de suite qu'est-ce qui vous piège. Vous êtes incapable, parce que vous êtes dans la machine, de voir ce qui pose problème. Parce que le problème, c'est ce système. Vous êtes vertueux, vous êtes intelligent, mais vous n'avez pas de distance pour voir ce que vous n'avez pas vu. Vous ne pouviez pas voir les gilets jaunes, puisque vous ne regardez pas dans ce sens-là. Madame Cronoud, elle regarde. Bon, il y en a quand même une qui nous sauve, c'est Sonia. Alors, on a bien fait d'inviter quand même, bravo. Non, il y a, si je peux me permettre... Il y a aussi des pubs au début des podcasts, des pieds sur terre. Il y a deux choses et vos interventions se complètent, mais il y a deux types de réactions. D'abord, monsieur, sur la temporalité, oui, on ne fait pas exactement le même métier que Sonia. Moi, je dirige un média d'information en continu. Je ne peux pas dire le contraire, on fait de l'information en continu.
Donc, je fais que de l'information. Sonia est sur une chaîne du service public aussi, France Culture, une chaîne absolument formidable, qui est une chaîne de programme, dans lequel il y a de l'information, mais il y a du programme, il y a une temporalité. On ne travaille pas dans la même temporalité. Est-ce que nous, dans la temporalité de l'information chaude, nous sommes capables aussi de dire des choses sensées et de raconter le réel? On l'espère, mais pas toujours. On peut se planter, il faut rester très modeste. On essaye de le faire, on essaye de le faire le plus possible. Et bien évidemment, ce n'est pas la même promesse dans une émission qui est différente, dans le registre du magazine et dans le registre de l'actualité. Maintenant, sur, sur la question de Benjamin, voilà, je vais chercher votre prénom puisque vous l'avez donné. Elle est bien aimante, elle est intéressante votre question parce que on sent bien qu'on a tous envie de... Enfin, voilà, on se dit, bah, quand même, il y a un problème d'économie dans les médias. Oui, il y a un problème économique dans les médias, ça c'est vrai. Il y a un problème dans les différentes ruptures, si vous voulez, auxquelles nous sommes confrontés. Il y a 3 ruptures auxquelles nous sommes confrontés. Il y a une rupture technologique, avec l'apparition du numérique. Il y a une rupture des usages, qu'on voit bien. Les usages, c'est vous, moi, nous ne consommons plus de l'information comme avant. On s'informe différemment. Donc là, les usages ont complètement changé, sont encore en train de changer. Il y a une 3e rupture derrière, qui est la rupture des modèles économiques. En gros, ce qu'on a appelé les mass médias, à partir de la fin du 19e siècle, étaient financés, étaient d'abord du papier, étaient financés par la publicité, et les annonceurs avaient besoin du public, de l'audience des journaux, avaient besoin des journaux pour toucher leurs clients potentiels. Bon. Ce modèle-là, il a explosé avec le numérique, puisqu'aujourd'hui, pour les médias d'information, le problème, c'est que les annonceurs n'ont plus besoin de financer de la publicité dans les médias d'information pour toucher leurs clients. Il y a plein d'autres possibilités, via le mobile, via d'autres sites, via de quantité. Même les marques sont devenues des médias aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on a un écosystème, pour reprendre le mot d'Arnaud, qui est en plus sur la publicité sur le numérique. 80% de la publicité sur le numérique est absorbée par Google et Facebook. Donc l'économie des médias est aujourd'hui sur un fil. La presse papier se vend de moins en moins. Les abonnements numériques ont progressé, mais ce n'est pas au même tarif. Et donc on est bien dans la courbe de ciseaux qu'évoquait Arnaud, qui fait que l'économie des médias est aujourd'hui problématique. Bien évidemment, pour faire du journalisme en profondeur, avec des équipes nombreuses, expérimentées, etc., ça a un coût. Ça a un coût, bien évidemment. Et le risque d'ailleurs, le risque majeur auquel nous sommes déjà confrontés, c'est qu'il y ait de l'information de qualité, mais de l'information payante. Donc en gros, pour ceux qui ont les moyens de se payer une information de qualité, eh bien elle existe. D'une certaine manière, pour ceux qui ont les moyens, on n'a jamais été aussi bien informé aujourd'hui dans le monde qu'à travers des rédactions exigeantes, nombreuses, qui font leur travail, mais c'est de l'information payante, et puis de l'information low cost, gratuite, qui est plus ou moins fiable, plus ou moins... voilà, dans ce paysage-là, heureusement qu'on a le service public, hein, parce que, alors c'est vous, nous tous, nous contribuons à travers la redevance, mais ça permet de donner accès au plus grand nombre à des programmes comme ceux de Sonia, à une diversité de programmes et d'antennes. Il y a 7 antennes à Radio France, par exemple, et ça, bien évidemment, ça permet d'avoir un accès général. Aux États-Unis, il y a des pans entiers du territoire où il n'y a plus de presse locale, où il n'y a plus de médias. Les Américains appellent ça les news deserts, hein, les déserts d'information. Bon, et ça, on voit bien que c'est complètement préjudiciable à la démocratie. Ensuite, moi, pour votre question, je vais juste finir là-dessus, monsieur, vous répondre avec un témoignage précis. J'ai été numéro 2 du journal Le Monde. Ce journal a été repris par, vous pourriez dire, 3 milliardaires, ou 3, je vais parler comme vous, Xavier Niel, le patron de Free, Pierre Berger, que vous connaissez, qui est mort il y a quelque temps, et puis Mathieu Pigasse, qui était jusqu'au mois dernier le patron de la Banque Lazare. Bon, d'abord, quand vous avez 3 actionnaires, c'est mieux qu'un. Parce que bien évidemment, ils se neutralisent un peu. Et moi, je peux juste apporter un témoignage personnel. Pendant les 2 ans où j'ai été aux manettes dans ce journal, je n'ai jamais fait l'objet d'une pression de mes actionnaires sur l'éditorial. Jamais. Ça n'est pas possible. Ça paraît dingue. Je sais bien qu'on a du mal à être cru quand on raconte ça. Mais l'actionnaire, dans des rédactions qui sont organisées comme celle du Monde, avec des sociétés des rédacteurs, avec des chartes, avec une éthique, avec un truc qui est
complètement verrouillé. L'actionnaire n'a pas de prise sur les contenus éditoriaux. Je ne dirais pas ça pour tous les journaux, mais je dis que de ce que j'ai vu moi dans la pratique quotidienne, il n'y a pas d'influence sur les lignes éditoriales de ces trois actionnaires-là. Peut-être parce qu'ils sont trois, peut-être parce que c'est le monde, peut-être parce qu'il y a un système particulier au monde. Sans doute tout ça y contribue. Mais l'aspect mécanique, si vous voulez, qui paraît un truc de bon sens, ce sont des milliardaires qui dirigent ça, donc forcément ils vont pousser leur point de vue, etc. Ça existe d'ailleurs, hein, il ne faut pas être naïf, bien évidemment. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que ça n'est pas automatique. Et il y a aujourd'hui des journaux qui ont mis en place des systèmes d'indépendance, des verrous, qui font que, dans le cas précis du monde, les actionnaires aujourd'hui ne pèsent pas sur la ligne éditoriale. Merci. Alors là, j'ai vu que vous vouliez réagir, mais j'aimerais bien qu'on puisse poser des questions, qu'on puisse diversifier un peu, parce que pas que ça se transforme en questions-réponses. Juste peut-être un mot. D'abord, j'aimerais bien entendre le public, et après peut-être on fait un tir groupé. Oh, c'était juste pour finir. La question de Benjamin, elle est intéressante finalement. Il voulait reprendre la parole d'abord. Ah ben, reprends la parole d'abord, alors. Vas-y. Le micro parce qu'on ne vous entend plus. Et puis je ne vais pas répondre cette fois-ci pour laisser les autres. Ce que je voulais dire, ce que j'insinuais, c'est pas forcément que les milliardaires qui rachètent les journaux vont pousser les informations qu'ils souhaitent voir, mais vraiment, je vais inverser la question. Est-ce que vous ne pensez pas que la ligne éditoriale du Monde est suffisamment conforme à ce que pensent ces gens-là pour pouvoir investir dans votre journal? Qu'ils soient 3 après plutôt que 1, ok, très bien. Enfin, c'est quand même des gens qui ont fait fortune, c'est pas anodin, et ils sont pas allés racheter. Alors j'allais prendre l'exemple de Libération. Libération, ça marche pas non plus, mais il y a plus beaucoup de journaux indépendants. Ils sont pas allés racheter Le Monde diplomatique. Bon, ils auraient peut-être eu un peu de mal, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le Monde, c'est un journal qui défend depuis des années l'Europe, très critiqué par les Gilets jaunes, donc est-ce qu'on ne peut pas aussi se poser la question? Le Monde n'a pas vu venir les Gilets jaunes parce que le Monde était occupé à regarder ailleurs. Donc voilà, c'est ça aussi que je veux faire entendre par ma remarque initiale. Et je vais laisser la parole maintenant. Je voudrais juste réagir tout de suite à Benjamin, je te redonne la parole. Vous ne pouvez pas reprocher à un journal d'avoir une ligne éditoriale, heureusement qu'ils en ont une, et l'important c'est qu'on la connaisse. C'est ça le truc, c'est que ça soit clair. Vous le savez, oui, c'est vrai, le Monde est pro-européen, il s'en cache pas, bon ben voilà. Et rien ne vous oblige à lire le Monde si vous ne voulez pas lire le Monde parce que vous n'avez pas envie de lire ça. La vraie question, c'est comment on défend le pluralisme de la presse, ça j'entends bien. Mais de ce point de vue, j'ai toujours un peu de mal parce que à entendre le discours, on peut se dire, oui, ben, maintenant les millionnaires, la concentration, c'est vrai, mais en même temps, regardez avec l'Internet. Mediapart, voilà, il peut exister, donc... reprocher à un journal d'avoir une ligne éditoriale, pour moi, c'est un non-sens. Il vaut mieux qu'ils en aient un. Le tout, c'est qu'ils l'affichent clairement, qu'on sache. Moi, si j'achète l'Humanité, je me doute qu'ils ne vont pas être trop critiques vis-à-vis du Parti communiste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout. Et je trouve que... voyez, c'est la vraie question. Je ne trouve pas que votre question soit bien ciblée. Je trouve que votre vraie question... Et c'est peut-être ce qu'il y avait derrière, c'est comment on maintient un pluralisme qui fait qu'il y a différents médias qui représentent différentes sensibilités. Là, je suis bien d'accord avec vous. Mais reprocher au Monde d'avoir une ligne... Alain Morvan, très brièvement, et après on va prendre 2 questions à la fois pour faire un tir groupé. Alors, juste pour... je vais aller un peu dans le sens donc, de Vincent. En fait, ça fait plusieurs années donc, que je m'occupe de faits divers justice. Le fait divers justice, c'est assez embêtant pour un patron de journal, c'est qu'il y a toujours le risque qu'on s'attaque à des annonceurs. Il y a toujours le risque qu'on aille chatouiller un élu. Il y a toujours ce risque-là. Et j'ai eu l'occasion de le faire. Pour parler le maire de Thionville, à la mairie de Metz, je me suis occupé d'une affaire qui concernait une adjointe, qui a fini par démissionner, certes. J'ai eu l'occasion... Alors là, pour moi, c'était presque un luxe, c'est-à-dire j'ai eu l'occasion de m'attaquer à quelqu'un qui était membre du conseil d'administration du Républicain Lorrain. Je vous cache pas qu'à la base, c'était un tout petit peu embêtant. C'est un tout petit peu embêtant. Bonjour monsieur, ah oui, vous êtes au conseil d'administration. Ok, bon. Alors, au final,
j'arrive à la même conclusion que Vincent Giret, c'est que, ça va peut-être vous surprendre, mais franchement, on m'a laissé travailler en paix. J'ai investigué, j'ai croisé les infos, j'ai demandé l'avis des gens que je lisais. Là, en l'occurrence, c'était une affaire qui concernait un bailleur social qui a eu des turpitudes et qui, en gros, l'entreprise favorisait certaines entreprises aux dépens d'autres. Il y avait des problèmes de concurrence. Et cette société, j'ai pu écrire pendant 2 ans sans que jamais personne à la direction du Républicain Lorrain vienne me demander des comptes. Effectivement, sur ces affaires-là, j'en discute clairement avec mon rédacteur en chef. Je dis bien avant. Ce n'est pas pour me contraindre. J'ai aucun rédacteur en chef qui n'a modifié quelque chose à un papier. Un secrétaire de rédaction, qui est mon rédacteur, lui, effectivement, il va modifier certains aspects. Pourquoi pas? Mais sur le fond, on ne m'a jamais dit, voilà, t'écris pas ça, on ne peut pas l'écrire. Donc, juste pour illustrer le fait que, moi c'est la situation presque la pire, j'ai été racheté par mon banquier. Au bout d'un moment, je lui rapportais tellement qu'il a fini par se dire, tiens, je vais en gagner encore un petit peu plus, je vais racheter carrément. En fait, il a investi sur mon avenir, mais sur son avenir aussi. Je blague, mais sans cette banque, effectivement, aujourd'hui, on serait dans une situation très difficile. Mais il a quand même fait le pari de dire que cette information locale mérite encore d'exister. Mais on a pu le faire de manière indépendante. Je n'ai pas de coup de fil du Crédit Mutuel. Je n'ai pas de coup de fil, j'en ai pas. Localement, ou au niveau du groupe, on n'a pas de coup de fil. Par contre, et juste là, j'ajouterai, bon, il ne m'écoute pas ce soir, j'espère, mais simplement, pour moi, le seul enjeu qui va rester en matière d'indépendance et en matière vraiment de liberté des journalistes, ce sont les moyens qu'on investit. C'est tout. Ce qui sera fatal à la qualité de l'information et à la liberté de l'information, c'est le moment où on va dire, bon, maintenant, on va faire la même information, mais avec 2 fois moins de personnes. Avec 3 fois moins de personnes. Non, tu n'as pas besoin de passer 30 minutes sur ce papier. Non, non, tu vas passer 5 minutes. Là, 2 jours pour faire cette enquête. Ah non, non, pas question. Et là, je parle évidemment de manière caricaturale, puisque certaines enquêtes, on y consacre des heures, des heures, pendant des mois. Demain, quand on quantifiera une enquête que je peux réaliser, et on n'en est pas loin, là j'espère qu'il ne m'écoute pas, là, effectivement, moi je suis pas loin de rendre les armes, parce que c'est cette pression-là qui sera fatale à la qualité de l'information. C'est pas le fait d'être propriété d'une banque ou quoi que ce soit. Même si je ne mets pas de côté ce que tu as expliqué, qui est très intéressant, évidemment. Le Washington Post, la rédaction du Washington Post, a expliqué que Bezos n'intervenait jamais. Alors, un tout petit mot de Sonia. C'est une question, mais peut-être pour vous, juste une interrogation. Est-ce que les pressions, évidemment, on vous a jamais, l'actionnaire a jamais exercé, mais est-ce que c'est la peine vraiment? Est-ce que les pressions ne s'exercent pas toutes seules? C'est tout. C'est pas la peine que l'actionnaire vienne faire pression pour. Enfin, voilà, moi à France Culture, j'ai jamais eu la moindre pression d'aucune sorte, donc mais rien, pas l'ombre d'une remarque sur le demi-quart de sujet. Je me l'exerce moi-même, la pression. L'autocensure, elle n'a pas besoin que de coups de fil. Enfin, c'est quand même une partie. Enfin, moi, je pense que l'autocensure, c'est un point dont on parle pas beaucoup. Voilà. Alors, les questions du public, on y revient. Voilà, je suis au plus près du terrain. Je me suis approché d'un élément du public qui va poser une question. Bonsoir, je m'appelle Jean-Yves. J'aimerais savoir, j'ai un petit problème technique. Quel est l'intérêt pour vos sources, dont vous avez vanté la relation de confiance, quel est l'intérêt, par exemple, d'un gendarme, d'un juge, de contacter la presse pour faire état de telle ou telle affaire, sachant que ça peut se retourner contre eux et attirer l'opprobre sur leur métier? Je me demande quel est l'intérêt, comment vous les motivez pour venir vous voir et vous parler de telle affaire, on a arrêté telle personne. Pourquoi ces gens-là vous contactent? Vincent, Alain, Alors,
En fait, ils viennent me voir pour l'argent, parce que je les paye, vous le savez bien. J'ai beaucoup d'argent, j'ai une banque derrière moi, donc forcément, c'est de la part du gain. Évidemment... Ouais. Voilà, alors maintenant je demande d'effacer toute captation de cette réponse. Immédiatement. Voilà. C'est bête de dire, faut pas faire de blagues. En fait, simplement, moi je crois qu'on fait partie, ok, là je rejoins Benjamin ou d'autres, on fait partie du système, d'un certain système. Mais ce système, c'est juste aussi la vie en société. C'est globalement, on exerce un rôle, une fonction. L'information, moi globalement, les gens que je contacte depuis des années et qui me contactent depuis des années, ils le font pas parce que je leur offre des places de foot, ils le font pas parce qu'on va déjeuner ensemble super régulièrement, ils le font pas parce qu'on est potes, ils le font parce qu'ils ont l'habitude du fonctionnement de leur institution et de la société en général. J'ai pas favorisé quelqu'un dans mes contacts, j'ai pas dit du bien de lui dans des papiers. Ils se sont habitués à ma présence, si j'ose dire. D'une certaine manière, je suis devenu un peu invisible aussi, parfois, dans un tribunal. Je suis devenu, voilà, je fais partie du décor. Et petit à petit, il y a, mais évidemment, je parle de quelques personnes, évidemment, on sympathise aussi avec certaines personnes. Mais j'ai pas quelqu'un dont j'ai vraiment servi, par exemple, la carrière ou les intérêts. Un juge d'instruction, il prend vachement de risques en me parlant. Il y a toujours... Non, mais c'était un peu ironique, mais il prend un peu de risques. Si, parce que je peux dire une bêtise, je peux me dire une bêtise qui lui fasse avoir des problèmes. Ou... Alors, je peux donner des éléments de réponse. Alors je vais conclure simplement là-dessus. C'est que le juge d'instruction, l'intérêt du juge d'instruction parfois, c'est de maintenir une affaire en vie, par exemple. J'y arrivais, Sonia. Mais, non, mais, oui, pardon, mais d'accord. Il faut faire court si on veut entendre le public. D'accord, et ben voilà. Donc c'est à peu près ça. Et des fois, effectivement, on aide pour faire maintenir une histoire en vie. Certaines histoires, bon voilà. Des enquêtes, les enquêteurs, parfois, ils aiment bien, ils ont envie aussi qu'on aille au bout des enquêtes, et parfois, les papiers servent à relancer les enquêtes. Voilà. Alors, on va prendre 3 questions du public et une réponse brève. Moi, je trouve, Alain, un tout petit peu, quand même, tu vas pas jusqu'au bout du truc. L'idée, c'est quand même que les médias peuvent devenir une ressource entre des gens qui ont des intérêts divergents dans une enquête, que ce soit les avocats, les juges, parfois les enquêteurs, parfois les policiers et les gendarmes, et que s'ils vont parler aux journalistes, c'est qu'ils espèrent évidemment à un moment quelque chose dans un certain nombre d'affaires. Laurence Lacour l'a très bien raconté dans Le Bûcher des Innocents à propos de l'affaire Grégory. Et donc, après, effectivement, après je rejoins ce que tu as dit. Quand vous êtes là-dessus, que quelqu'un vous a rendu service, mais pas sous l'angle Dominique, tu peux me publier le papier, puis après je fais machin, mais sur le mode, tenez, je vous dis, ça serait bien, je pense que c'est intéressant, ça pourrait intéresser au lecteur, que le journaliste s'est laissé convaincre, l'autre, oui, alors lui, effectivement, il avait publié ce papier, donc après, il y a des transactions, mais ça, c'est dans la vie, c'est comme dans la vie sociale, c'est pas, une fois de plus, c'est pas un truc mafieux, mais il m'avait rendu service, donc je peux aussi, machin, ça existe. Alors évidemment, ça existe. On va vraiment prendre des questions du public. Je crois qu'on a 3 questions d'un coup. Non, il reste 2 questions là. 2 questions, on a éliminé une question. Et une réponse brève ensuite, s'il vous plaît. Moi, c'est Alain. Juste dans votre notion de fake news, parfois, est-ce qu'on pourrait pas... Est-ce qu'avant, on n'appelait pas ça un peu parfois l'effet de loupe quand dans les journaux, dans la télé, aujourd'hui, on vous balance une fausse info en avant, je dirais, mais à une certaine époque, le fait de mettre la loupe sur quelque chose qui vient de se passer, est-ce que ça coupait pas complètement la vision générale d'une chose? Je vais vous donner l'exemple. Par exemple, il y a quelques années, dans les manifs sur les retraites,
l'abruti qui a été tapé contre les vitres d'un hôpital, où ça s'est passé en boucle sur toutes les télés, sur toutes les radios pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, on ne savait plus combien il y avait eu de gens dans les manifs, tout ce qui s'y était passé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on balance des choses en avant pour désinformer, je dirais, mais est-ce que l'effet de loupe, qui à une certaine époque, qu'on peut faire en donnant une information toujours la même, et jamais ce qui s'y passe réellement, hein, quand les Gilets jaunes ont cramé le Fouquet's, on ne sait pas tout ce qui s'est passé autour. La seule chose qu'on a su, c'est qu'ils ont cramé le Fouquet's. Est-ce que ces effets de loupe, ça ne désinforme pas aussi les gens? Et du coup, on nous dit les journalistes ne parlent que de violence, que de machin, et les 10 000 gens qui étaient à la manif, on les a pas entendus. Merci pour cette question. Seconde question. Alors une deuxième et une troisième, et ensuite on arrête. On en a retrouvé. D'accord. Alors, Yann Rutilly, en fait, je travaille dans le secteur culturel, pas du tout dans l'information, simplement sur, pour être bref, sur le titre information ou intox. Pour moi, on a beaucoup parlé en fait de l'information ce soir, et puis éventuellement des petits dysfonctionnements qu'il y a pu avoir sur une ou deux affaires, mais assez peu d'intox, c'est-à-dire volontairement de la fausse information qui est faite pour nous intoxiquer. Ça a été dit un petit peu en conclusion, lorsque vous avez parlé des théories complotistes, par exemple. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir avoir des avis sur la manière dont on s'en sort de ça. C'est-à-dire comment certains créent volontairement de la fausse information, comment, quand ils se prétendent journalistes ou humoristes, ou voilà, vous voyez à qui je pense, comment ils en vivent, comment ils la créent volontairement, comment on aide les jeunes générations à en sortir, mais aussi finalement les générations les plus anciennes, puisqu'elles sont touchées. J'ai entendu deux éléments de réponse que je trouvais intéressants. Le premier qui touchait en fait au doute, puisque les gens qui croient à ces théories du complot se revendiquent souvent du doute. Or, vous nous avez dit, le doute doit être organisé, et finalement, c'est pas douter que de douter de tout. Et l'autre élément de réponse qui m'a beaucoup intéressé, qui était l'éducation au sens large. Merci, on prend la dernière question, puis ensuite je vous laisse répondre. Je viens de me rendre compte que c'est moi la dernière question. Non, j'avais juste une question sur, pour revenir à vrai ou faux, il y a un truc qui s'est développé ces dernières années, notamment sur les sites web, c'est les décodeurs. Decodex, Le Monde en a un qui est très célèbre, etc. Mais à peu près tout le monde en a, Libéa, Check News, etc. Si bien que parfois, ces décodeurs viennent sur les plateaux télé, ils ont une espèce d'aura de détenir la vérité sur qui dit vrai, qui dit faux. Moi, je me méfie toujours de ce genre de savoir supérieur, donc je me demandais qui décodait les décodeurs. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait un peu de ça? Et est-ce que ça vous paraît pertinent à terme, ce genre d'outil? Alors, Vincent, je crois que vous vouliez. Bon, c'est trois très très bonnes questions. Je vais commencer par la première question sur l'effet de loupe qui a été évoqué et qui me paraît tout à fait important. Dans l'affaire des Gilets jaunes, nous avons, nous, les chaînes d'information en continu, j'étais la seule radio, mais il y avait BFM, CNews, iTélé, etc. On a été convoqués par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour une discussion informelle sur laquelle ils n'ont pas communiqué et nous non plus. Et le CSA a dit des choses qui m'ont semblé tout à fait pertinentes, qui vont exactement dans le sens de ce que vous avez dit, monsieur. Ils ont dit, par exemple, que ce qu'ils avaient choqué sur certaines chaînes d'information, c'était que vous avez en direct, vous voyez, en direct. Et puis vous avez l'écran qui est coupé, on appelle ça un split screen, c'est-à-dire qu'il est coupé en 4. Vous avez en fait un présentateur ou une présentatrice en tout petit, c'est le seul truc qui est en direct. Et dans les 3 autres cases, parfois c'est 2, hein, vous avez des choses qui passent en boucle. Et vous avez l'impression du coup que la France est à feu et à sang, parce que vous voyez 3 trucs avec que des violences, etc. etc. Et donc là, il y a un problème, c'est qu'en direct, vous avez l'impression que tout est en direct, et non, il n'y a que la présentatrice ou le présentateur qui est en direct. Le reste, c'est des trucs qui sont remontés, recoupés, et qui sont diffusés jusqu'à plus soif. Bon, et ça c'est un problème de traitement de l'information gravissime.
Les chaînes d'information ont quand même fait d'énormes bêtises, ou continuent à en faire pour certaines, parce que c'est leur ligne éditoriale. Et donc là, le CSA a pointé un truc qui, moi, m'est apparu extrêmement juste. Donc là, c'est une question de ligne éditoriale. Faire un effet de loupe, pour reprendre votre expression qui est excellente, sur tel ou tel incident, alors soit il est très grave et c'est plus qu'un effet de loupe, c'est-à-dire qu'il faut le raconter. Bon, et sur les scènes que vous évoquiez, là, c'est aussi l'avantage de ce qu'on a décrit parfois comme un inconvénient, c'est qu'il y a souvent des témoins qui ont filmé une scène, non pas dans les derniers instants, ou dans l'instant le plus critique, mais dans la durée. Et donc on va voir ce qui s'est passé avant. Et ça, c'est des choses qui ont été très importantes, notamment pendant la crise des Gilets jaunes, et notamment sur la question des violences policières. Ça a permis de regarder qu'est-ce qui s'était passé, est-ce que les policiers avaient été attaqués ou pas, est-ce que les policiers s'étaient bien comportés ou pas, voilà. Et ça a permis, dans un certain nombre de scènes, de faire la vérité. Mais en tout cas, sur la pratique des effets de loupe, c'est un vrai travers des chaînes d'infos, et c'est gravissime. Sur la seconde question, qui était assez vaste, sur... l'intox volontaire. Oui, l'intox volontaire, c'est ça. C'est extrêmement intéressant parce que, bien évidemment, il y a des jeux dans l'information, il y a des manipulations dans l'information. Ça existe. On sait, il y a une étude là qui est sortie récemment, il y a 70 pays qui ont été l'objet de manipulation de l'information venue de l'extérieur. L'extérieur, c'est quoi? C'est un service secret, c'est une officine, etc. Il y a plusieurs pays qui jouent à ça. La Russie joue beaucoup à ça, avec des logiques de robots. Ça ne veut pas dire qu'ils écrivent des contenus, ils n'écrivent pas de contenus, mais ils vont identifier les contenus qui fragilisent une société, ou un processus électoral, par exemple, et ils vont massifier leur diffusion à travers des robots sur le numérique, à travers des bots. Et ça, bien évidemment, c'est détectable, c'est pris tout à fait au sérieux par les militaires, les diplomates, etc. Parce que bien évidemment, dans nos démocraties, on a des vulnérabilités, les moments d'élection, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a des puissances étrangères, des officines, des services secrets, des intérêts privés, etc. qui peuvent venir sur le terrain de l'information et manipuler des informations pour fragiliser les sociétés, pour raviver les conflits et polariser les conflits. Donc oui, là, il y a des problèmes de régulation. Il y a des problèmes, voilà, il faut trouver des bonnes technologies qui nous permettent de lutter contre ça, et puis des régulations aussi pour assurer la traçabilité, savoir qui paye, qui finance, comment marche cet écosystème. C'est un autre sujet qu'on n'a pas tellement évoqué ce soir, mais qui était extrêmement préoccupant et important. Et puis la troisième question portait sur les décodeurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour décoder les décodeurs? C'est difficile, mais en tout cas oui, on a besoin de faire ça. Nous aussi, nous le faisons à France Info. C'est-à-dire par exemple, je crois que c'était ce matin ou hier matin, il se trouve que nous avons décodé, entre guillemets, ça s'appelle le vrai du faux chez nous, le secrétaire général de la CGT disait un étudiant sur deux est obligé de travailler pour survivre. Bon, et bien donc là, on fait ce travail, on regarde qu'est-ce qu'ils disent comme étude sur le niveau de vie des étudiants. On s'aperçoit qu'en fait, si on met 50%, on compte dans ces 50% tous les étudiants qui font de l'alternance ou des stages et qui sont rémunérés. Et ça fait partie de leurs études, en fait. Donc on ne peut pas les comptabiliser de la même manière. Et donc on démonte ce chiffre pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui avec des statistiques qui sont fiables, il faut faire confiance à un minimum d'appareils statistiques, avec des chercheurs sérieux qui disent des choses sur la réalité du niveau de vie des étudiants, ceux qui travaillent, qui ont besoin de travailler. Ça a d'ailleurs existé de toute génération. Il y a certainement des gens ici dans la salle qui ont travaillé à différents moments pour se payer les études. Voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, mais il peut y avoir quand même des choses à dire sur le niveau de vie des étudiants, bien évidemment. Vous voyez, ce type de décryptage aussi de la parole publique, de la parole politique, c'est important. Et s'il y a quelqu'un pour décrypter, bon, bah, ensuite chaque média doit faire ça selon ses règles, etc. Mais il y a des domaines où on le sait. Par exemple, le domaine sur lequel il y a plus je vais reprendre le mot alors que j'avais dit que je n'allais pas l'utiliser, de fake news, c'est la santé. La santé, c'est le sujet sur lequel il y a le plus de manipulation de l'information. Les sujets sur la santé, vous devez faire extrêmement attention. C'est la thématique majeure, parce qu'il y a des intérêts, parce qu'il y a une crédulité, parce que voilà, il y a une envie de manipuler, et on sait répertorier les 40 sites qui font beaucoup d'audience et qui diffusent que des choses qui sont totalement fausses. Du type, le vaccin contre la grippe prédispose à la sclérose en plaques, par exemple. Vous avez peut-être vu ce truc-là qui a tourné mais des dizaines de milliers de fois, qui a été partagé, repartagé, etc., etc.
Voilà. Et puis ces questions-là posent aussi une question de régulation des plateformes. Je termine là-dessus, de régulation de Facebook. Facebook, franchement, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème pour la crédibilité de l'information et de nos sociétés. Et il faudra qu'on réussisse à imposer, en Europe au moins, un mode de régulation de Facebook qui permette de limiter la propagation de ce genre de choses. Alors c'est exactement ce que je voulais dire pour essayer de répondre à la deuxième, j'appellerais pas ça question, mais qui était une remarque, y compris qu'on avait un peu raté le débat, si j'ai bien compris. Oui, je voudrais, parmi une des réponses, et ça boucle exactement avec ce que vient de dire Vincent, moi j'ai cessé d'appeler Facebook, je l'appelle Fakebook. C'est-à-dire que, et je suis en train de finir un livre sur les fake news, et le chapitre 4 s'appelle Fakebook, le problème. La vérité, c'est que dans les raisons qui font qu'il y a des fake news qui se diffusent, c'est aussi parce que les fake news, c'est un marché. Il y a des gens qui gagnent de l'argent avec ça. Parce que nous ne sommes pas raisonnables et nous aimons une partie des fake news qui circulent, donc nous cliquons. Et donc nous allons sur des sites, et donc nous allons sur Facebook, et donc nous générons de l'audience, et donc nous générons de la publicité, et donc nous générons le comportement de certains qui vont fabriquer volontairement de la fake news, en leur prenant des trucs bien... Alors, je ne résiste pas au plaisir. La fake news la plus partagée aux États-Unis sur Facebook en 2017, ce que je cite toujours en cours, il s'en souvient... La babysitter s'est introduit le bébé qu'elle gardait dans son vagin et a été conduite à l'hôpital. Voilà, le truc improbable, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? 3 millions et quelques de partages. Bien, l'histoire de folie, quoi. Bon, et alors, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que les 3 millions et quelques de ceux qui ont partagé ça, liké, etc., l'ont cru sincèrement. Là-dedans, il y en a certains qui l'ont cru, puis il y en a d'autres, c'est « Oh, c'est rigolo », d'autres « Oh, c'est incroyable », bon, enfin là, c'est incroyable, enfin bref. Mais n'empêche qu'on a généré de la publicité. Et le problème, c'est que Facebook, il faut vraiment tordre le bras à Facebook pour qu'il accepte le quart du commencement, du début d'une autorégulation, parce que la vérité, c'est que lutter contre les fake news, c'est se tirer une balle dans le pied, parce que ça marche bien, et donc si vraiment il enlève, si vraiment il a un geste éditorial qui consiste à assumer le fait de vouloir enlever, eh bien il perd une partie de son chiffre d'affaires, il faut être clair. Voilà. Donc les plateformes ont un rôle énorme, et Facebook en particulier, puisque c'est la plateforme qui génère le plus de trafic, ils ont une responsabilité immense là-dedans, sans compter que, évidemment, le problème c'est qu'avec l'algorithme, ils en arrivent même à pousser des contenus mensongers sur vos murs, c'est-à-dire à vous encourager à les avoir. Et en plus, je suis désolé, je vais être vulgaire, c'est des faux culs de première. Je vais vous raconter une anecdote. Ils avaient commencé aux États-Unis à mettre un petit label, attention, ça pourrait être un contenu, vous voyez, enfin, bon, le genre système d'alerte. Ils demandent à 2 collègues de l'Université de Californie de faire une étude. L'étude est publiée, ils disent « Ah, il y a un petit souci, c'est que certains de ces contenus ont même plutôt eu plus de succès. Machin. Vous connaissez tous le truc, hein, le curé qui est là et qui vous dit « Surtout, n'allez pas voir ce film. » Ah bon, alors il faut y aller. Hein. Bon, c'est le grand classique, ça existe depuis toujours. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a quelqu'un qui essaye de vous dire « Je vous interdis de » ou « Je », hein, on se dit « bah tiens, je vais quand même y aller par moi-même parce que je vais vérifier. » Bon. Et bien du coup, qu'est-ce qu'a dit Facebook? Il dit « Oh ben vous voyez, hein, ça sert à rien, au contraire, ça génère même... on l'enlève. » Donc, ça a duré 2 ou 3 mois, ce système-là. Alors après, ils essayent d'en inventer d'autres, etc. Puis après, en plus, ils ont... parce que je vous dis, c'est des faux culs. Après, ils arrivent, ils viennent voir les médias, puis ils disent « Bon les gars, nous, on ne veut pas mettre de l'argent là-dedans, mais par contre, si vous voulez vérifier pour nous, si vous voulez pas... on veut bien, hein. Enfin, je pousse un peu, mais on n'est quand même pas très loin de ça. Hein. Donc, il y a un vrai problème, je suis d'accord avec vous, et moi je pense qu'une des raisons pour lesquelles il y a des fake news, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent avec. Alain Morvan, pour conclure, toujours brièvement. Oui, très vite, et juste pour parler d'une expérience de fact-checking que j'ai eu l'occasion de faire.
Et les protagonistes, vous les connaissez très bien. Il s'agit de Jean-Louis Masson et de François Grosdidier. Qui ne connaît pas dans la salle? Ouais, donc c'est donc des ennemis de 30 ans. Des ennemis de 30 ans. Et puis, est-ce que tu peux expliquer pour nous? C'est, pour faire très court, c'est deux sénateurs qui, un jour, ont espéré être calife à la place du calife, c'est-à-dire maire de Metz. Et l'un a passé 30 ans à pirater la carrière de l'autre parce qu'il n'y est pas parvenu. Je résume, mais je résume. Aujourd'hui encore, ils se haïssent à un point qui est absolument incroyable. Sur d'un coup, on voit un article qui est ultra partagé sur les réseaux sociaux au début de la campagne municipale. François Grosdidier est candidat à la mairie de Metz. Son Graal. François Grosdidier, Jean-Louis Masson, lui, fera tout pour que François Grosdidier n'atteigne pas son Graal. Et il y a un article qui est publié par un hebdomadaire qui s'appelle Marianne, et c'est la nouvelle affaire contre François Grosdidier. Bon, la nouvelle grosse affaire. Il a encore une turpitude, il a couvert les agissements douteux d'un membre de son administration. Je ne rentre pas dans le détail. Mais la réalité, finalement, à la base, c'est une plainte de l'association anticorruption Anticor. Tout paraît simple, il y a une plainte, Anticor porte plainte contre François Grosdidier pour déserment. Sauf que, on s'aperçoit que, en fait, Anticor n'est peut-être pas tout à fait bien informé. Dans l'article de Marianne, donc, on dit très bien, oui, une plainte a été déposée par Anticor. Par contre, ce qu'on sait, nous, localement, c'est qu'il y a un groupe local Anticor. Et que ce groupe local Anticor est très pote avec Jean-Louis Masson. Et on appelle ça maintenant débunker, finalement. Hein, c'est un anglicisme, mais ça fait un peu bunker. On est allé chercher dans le bunker, là, des choses pas tout à fait faciles. On a réussi à déterminer tout simplement la chose suivante. C'est que, en fait, la nouvelle plainte d'Anticor, c'est une plainte d'Anticor nationale, qui n'est absolument pas au courant des méthodes d'Anticor local, qui soutient un des membres, Jean-Louis Masson. Et on est allé poser la question, on a vérifié. En fait, la nouvelle plainte, c'est une vieille plainte. Et la vieille plainte, elle a déjà été traitée par la justice. C'est-à-dire qu'il était poursuivi pour quelque chose sur laquelle la justice avait déjà enquêté 2 ans auparavant. Sauf que le groupe local Anticor a évité de dire à Anticor National que c'était une vieille enquête, pour les mêmes faits. Donc, que la nouvelle plainte dont parle Marianne, c'est une bêtise totale. Il n'y a pas de nouvelle plainte. La justice n'ouvrira pas de nouvelle enquête sur la base de ces éléments-là. Pardon, j'ai été long, mais simplement pour dire que le diable se cache toujours dans les détails. Et là, c'est le hasard. On était 2 au journal à avoir enquêté depuis très longtemps sur ces faits-là, et on s'est dit, Anticor, il y a un truc. Pourtant, Anticor a bonne réputation, sur certains types de sujets, et voilà. Mais là, il y avait un loup, et quand il y a un loup, voilà, il faut enquêter. Merci pour cet exemple, Alain Morvan. Merci à tous les 4. Merci à vous, le public, d'être venu. Merci de votre patience. Merci de votre patience, en effet. Je tiens aussi à remercier nos partenaires, la ville de Thionville, le festival Le Réel en Vue, le Puzzle et toute son équipe, ainsi que la librairie Autour du Monde, dont vous pouvez retrouver les livres au fond de la salle. Le bar vous est ouvert et n'hésitez pas à trouver les chapeaux et les fiches d'adhésion à l'association. Merci à tous. Merci Corentin. Quelle patience. Quelle patience. Je te remercie, Arnaud. Merci.